Allez, on va parler de polarisation des ondes lumineuses. Polarisation de la lumière. Et on va en parler de façon théorique, mais aussi de façon expérimentale. C'est-à-dire que je vais essayer au maximum que tout ce que je vous raconte, de l'illustrer par des petites expériences. Donc vous voyez là, on a un banc d'optique et puis bon, il y a des lames Cardon, des polariseurs. Ici, vous avez une photodiode. Enfin, on va apprendre à se servir de tout ça. Donc en introduction, il faut d'abord qu'on décrive ce que c'est que la polarisation des ondes lumineuses et ce que c'est d'abord qu'une onde électromagnétique. Alors en introduction, on va parler de la structure des ondes électromagnétiques dans le vide. Ce qu'on peut démontrer, c'est qu'une onde électromagnétique qui se propage dans le vide, donc on peut la considérer comme un trièdre. Sa structure, c'est un trièdre direct, c'est-à-dire que l'onde, elle est transversale, c'est-à-dire qu'à chaque instant, le champ électromagnétique, qui est constitué donc d'un champ électrique et d'un champ magnétique, donc quand on est en régime variable, vous allez voir que contrairement à l'électrostatique où il n'y avait qu'un champ E, à la magnétostatique où il n'y avait qu'un champ B, en électromagnétisme, il y a les deux, ils sont reliés l'un à l'autre. Si j'ai E, j'ai B, si j'ai B, j'ai E, tout ça, ça sort des équations de Maxwell. Et donc, on va voir que EBK forme un trièdre orthonormé direct. Donc avec la loi de la main droite, bon, vous pouvez faire des permutations circulaires sur le trièdre direct. Ça veut dire que E et B sont perpendiculaires à K, et K, ça représente la direction de propagation. Donc c'est 2pi sur lambda fois U. Alors on va mettre UZ, donc si vous voulez, on peut mettre un système d'axes. Donc on va dire qu'on a Z comme ça, X comme ça, et Y. Donc Z, ça va être la direction de propagation. Donc, le premier résultat, c'est que l'onde, donc ça c'est un trièdre direct. Donc l'onde, elle est transversale. Ça signifie que E et B, qui sont les grandeurs vibratoires intéressantes, sont perpendiculaires à la direction de propagation. Alors qu'est-ce que c'est que l'étude de la polarisation ? En fait, on va voir qu'on ne va s'intéresser qu'au champ électrique. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser qu'au champ électrique ? Parce que si vous connaissez la façon dont se comporte le champ électrique, à chaque instant, le champ magnétique, lui, il est perpendiculaire au champ électrique. Donc ça ne sert à rien de s'intéresser aux deux. Si vous vous intéressez à eux, vous vous intéressez aussi indirectement à la direction de B. Donc l'étude de la polarisation, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas l'écrire, mais vous pouvez le noter sur vos feuilles. Donc, c'est l'étude de la direction, de la direction du champ électrique. C'est l'étude de la direction du champ électrique dans un plan d'onde, donc c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de propagation, perpendiculaire à l'axe des Z. Donc, c'est l'étude au cours du temps, de la direction du champ E dans un plan d'onde, donc c'est-à-dire à Z fixé. Comment, au cours du temps, est-ce que le champ E va se comporter dans un plan d'onde à Z fixé? C'est ça qu'on va étudier. Alors, on va voir qu'il y a tout un tas de possibilités. Il y a des polarisations rectilignes, aléatoires, elliptiques, circulaires. Enfin, il y a plein de possibilités et c'est tout ça qu'on va étudier ensemble. Alors pour ça, on va d'abord paramétrer de façon générale le champ électromagnétique. Il est contenu. Alors, ici sur le dessin, je l'ai mis sur l'axe des X, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au cours du temps, il ne va pas forcément rester sur l'axe des X. Donc, on va d'abord paramétrer le champ électrique. Donc, paramétrisation du champ électrique, donc dans le plan XY. Alors, de façon la plus générale, voilà comment va s'écrire le champ. Donc, EX de Z et de T va pouvoir s'écrire E0X cosinus oméga T moins KZ. Donc là, j'ai écrit une onde
c'est une OPPH que j'ai écrite, Donc E0x cosinus oméga t, elle se propage dans le sens des z croissants, la pulsation oméga. Et j'ai fait exprès de choisir l'origine des temps de manière à ne pas rajouter ici, vous voyez, de déphasage. Ça, je peux le faire. Hein. Je peux le faire pour EX, mais je ne pourrais pas le faire pour EY du coup. Hein. Donc on aura EY de z et de t est égal à E0y cosinus oméga t moins kz plus phi. Et donc, c'est un petit peu cette paramétrisation qu'on va étudier. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose en fait que quand vous étudiez un filtre en électricité. Vous voyez, quand vous faites des courbes de Lissajous, hein, il n'y a pas longtemps, on a étudié ce filtre-là, vous étiez avec votre oscilloscope. Ben, figurez-vous que ce qu'on fait là, c'est exactement la même chose que quand vous avez une fonction de transfert. Hein, et donc, vous avez une tension d'entrée, vous avez une tension de sortie. Et vous écrivez donc UE de t égale UE max cosinus oméga t. Vous voyez, ça, ce serait un petit peu comme par exemple E0x à z fixé. Bon, il y a un petit déphasage en plus, mais qui va être fixé dans les deux cosinus. Et puis, vous avez US de t égale à US max cosinus oméga t plus phi. En fait, phi, c'est phi de US par rapport à UE. C'est aussi l'argument de H. Et donc, quand vous êtes en mode XY, et que en mode XY, vous mettez UE de t sur la voie X et que vous mettez US de t sur la voie Y, qu'est-ce que vous faites en réalité? Eh bien, vous étudiez l'équivalent de la polarisation du champ électrique. Donc, toutes les courbes de Lissajous que l'on a vues en électricité, eh bien, c'est exactement la même chose que d'étudier dans le plan XY l'évolution du champ. Alors, ce serait plutôt comme ça. Donc, X, Y, et donc Z qui vient vers nous. Et donc, vous étudiez l'évolution du champ électrique, la direction du champ électrique. Eh bien, peut-être que, ça c'est une polarisation elliptique, on va voir. Donc, ça veut dire que l'extrémité du champ électrique, en fait, décrit cette courbe. Vous voyez, c'est exactement la même chose en électricité et en électromagnétisme. Donc, vous êtes déjà plus ou moins familiarisé avec cette notion de polarisation. Donc, on va d'abord passer en revue un peu toutes les polarisations possibles pour le champ électrique avant d'aller plus loin. Il y a plein de choses à faire, vous allez voir, à la fois théoriquement et expérimentalement. Bon, allez, je vais continuer par là. Donc, on va parler grand 1 de la polarisation rectiligne, qui est la polarisation, j'allais dire, de base. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un champ est polarisé rectilignement? Ça, vous l'avez déjà vu en chimie. Vous vous souvenez en chimie, quand vous avez étudié la loi de Biot, hein, avec le pouvoir rotatoire des substances optiquement actives. Donc, polarisation rectiligne. Alors, quel est le cas le plus simple? Donc, qu'est-ce que ça veut dire une polarisation rectiligne? Ça veut dire qu'au cours du temps, on va commencer par des choses très simples, hein, au cours du temps, le champ électrique, en fait, va garder dans un plan d'onde une direction constante. Alors, évidemment, cette direction, il n'y a aucune raison a priori pour que ce soit l'axe des X ou l'axe des Y. Ça pourrait être une direction quelconque. Mais commençons par supposer que c'est l'axe des X. Hein, donc, on va dire, première chose, paramétrons un champ polarisé rectilignement suivant l'axe des X. Donc, ça veut dire que le champ, il s'écrirait comment? Il s'écrirait E de X, donc de EX de Z et de T est égal à E0 cosinus oméga T moins KZ et puis EY est égal à 0. Donc ça veut dire que, si je fais un petit dessin, donc X, Y, Z qui vient vers nous, c'est la direction de propagation. Ça veut dire que le champ électrique, en fait, vous voyez, il décrit au cours du temps, il fait des oscillations comme ça, hein, l'extrémité du champ électrique par rapport à l'origine, voilà, elle décrit comme ça des allers-retours sur l'axe des X. Et donc, c'est une polarisation rectiligne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas le plus général. Quel est le cas le plus général? Le cas le plus général, c'est une polarisation rectiligne selon un vecteur U qui est quelconque. Alors, comment on va paramétrer
C'est ça aussi, vous allez voir les petites difficultés que vous allez rencontrer, ce n'est pas difficile. Mais il faut savoir paramétrer donc le champ électrique suivant n'importe quoi. Hein. Donc suivant un vecteur U, je pourrais l'appeler, tiens, je vais l'appeler U alpha pour dire que ce vecteur unitaire fait un angle alpha avec l'axe des X. Donc regardez, alpha, Y comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire une polarisation rectiligne? Ça veut dire qu'au cours du temps, le champ électrique, il va faire comme ça des allers-retours sur la direction du vecteur U alpha. Alors comment est-ce qu'on peut paramétrer ça? Très très simple, on va le voir de deux façons différentes. Première façon, c'est de se dire, il est d'amplitude E0, donc ça va faire E0 cosinus alpha, cosinus oméga t moins kz, et EY est égal à E0 sinus alpha, cosinus oméga t moins kz. Alors regardez un petit peu pourquoi est-ce que ça c'est un peu trivial. Ça paramètre le champ. Eh bien, les deux, quel est le déphasage en fait entre EX et EY là? Que vaut phi? Regardez bien. Donc ça c'est mon E0x, E0 cos alpha, mon E0y, E0 sin alpha. Et vous voyez bien que phi vaut 0. C'est-à-dire qu'en fait le déphasage entre les deux composantes est nul. Et alors pourquoi est-ce que ce truc-là décrit que l'extrémité de E décrit effectivement la droite qui forme un angle alpha avec l'axe des X? Ben là aussi c'est un peu trivial. Regardez ce qui se passe. Si je fais EY sur EX à chaque instant, comme mon déphasage est nul, le rapport des cosinus vaut 1, les E0 se simplifient et ça fait tout simplement tangente alpha. Vous voyez, tangente alpha. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, l'extrémité donc du champ électrique va décrire comme ça. Vous voyez, au lieu d'être mis sur l'axe des X, maintenant vous êtes mis sur le vecteur U alpha. Alors il peut exister une autre manière de l'écrire. Vous voyez, là j'ai un peu projeté E0, ça représente la norme du champ là. Hein. C'est la norme du champ à chaque instant. Racine carrée de EX carré plus EY carré vaut E0. Hein, c'est un peu trivial, il suffit de l'écrire. Donc, enfin, fois cosinus oméga t moins kz. Alors il peut exister une autre manière de l'écrire. Donc, on peut l'écrire aussi, EX est égal à E0x cosinus oméga t moins kz. Vous verrez les deux écritures hein, pour la polarisation rectiligne. Et EY égale E0y cosinus oméga t moins kz. Et alors, ce qui va se passer, c'est que, donc, tangente alpha est égal à E0y sur E0x. Vous voyez, c'est une autre manière de l'écrire. On n'est pas obligé d'écrire E0x égale E0. Oui? L'écran. Donc ça, c'est la polarisation rectiligne. Très simple. Donc quand vous voyez un champ paramétré de cette façon-là, hein, vous devez tout de suite reconnaître qu'il est polarisé rectilignement. Alors une autre petite remarque, regardez un petit peu ce qui se passe si maintenant je prends un déphasage, parce que là, vous voyez, les deux constantes que j'ai mis devant, elles étaient toutes les deux positives. Si je prends un déphasage égal à pi, regardez ce qui se passe. Donc là, c'était phi vaut 0. Hein, là, j'ai pris ici, donc sur ces deux écritures, phi vaut 0. Maintenant, si vous prenez phi est égal à pi, qu'est-ce que ça va changer pour le paramétrage du champ? Donc vous aurez EX est égal à E0 x cosinus oméga t moins kz, et donc j'écrirai EY est égal à E0y cosinus oméga t moins kz plus ou moins pi, hein, ça revient strictement même. Donc ça fait moins E0y cosinus oméga t moins kz. Alors je sous-entends ici évidemment que E0y est négatif. Ce n'est pas difficile, hein, c'est juste des petites choses techniques. Il faut apprendre à reconnaître les différentes polarisations. C'est du paramétrage, c'est des cours paramétrés. Vous avez fait les cours paramétrés en maths. Ben, ça, c'est vraiment du degré 0, des cours paramétrés, mais il faut apprendre à les reconnaître. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe si vous avez ça? La seule différence, en fait, c'est que vous allez avoir une polarisation rectiligne, mais avec une pente négative à cause du pi qui est là. Vous voyez, donc vous allez avoir une onde qui va décrire ici. Donc si vous faites EY sur EX, quel que soit t,
Hein, ça va aussi être une constante, mais cette constante va être... Oui, alors non, c'est pas qu'elle sera négative. Si, ça va être donc moins E0Y sur E0X. Donc vous allez avoir en fait une pente. La pente va être négative, la pente de cette droite va être négative. Hein, ce sera moins E0Y sur E0X. Et donc le champ électrique, cette fois-ci, il va décrire donc une droite de pente négative. Donc à retenir dans ce premier petit paragraphe, c'est que donc quand on a une polarisation rectiligne, on peut trouver... alors, si le rapport EY sur EX est indépendant du temps, on peut définir l'angle alpha tel que EY sur EX égale tangente alpha, et ça représente donc la pente de la droite formée par le vecteur directeur du champ avec l'axe des x. Si phi égale pi, vous avez la même idée, mais la pente est négative, et cette pente, c'est moins E0Y sur E0X, donc vous avez ça. Alors évidemment, ça peut être aussi les bisectrices des axes. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit les bisectrices des axes? Ben, il faut que E0Y soit égal à E0X. À ce moment-là, la pente vaut 1. Et ici, si E0Y est égal à E0X, la pente vaut moins 1. Mais sachez que ce ne sont que des cas particuliers. Hein. C'est comme quand vous êtes en électricité. Vous vous souvenez, si vous avez un déphasage nul, hein, on avait ça par exemple pour repérer la résonance d'un filtre passe-bande. Hein, on disait si le déphasage est nul, en courbe de Lissajous, on doit avoir une droite de pente positive, mais ce n'est pas nécessairement la première bisectrice des axes. En fait, ça dépend des calibres que vous avez choisis sur les voies X et Y. Et puis, si vous avez un déphasage de pi, vous avez une droite de pente négative. Donc tout ça, ce sont des préalables indispensables hein, pour la suite. Donc il faut bien apprendre à reconnaître les différentes polarisations. Alors, donc phi vaut 0, phi vaut pi, l'ont dépolarisé rectilignement. Donc grand 2. Polarisation elliptique. Donc, le paramétrage du champ, il est écrit là, je ne l'ai pas changé. Donc, vous voyez que quand vous avez ce paramétrage-là pour une valeur quelconque de phi, attention, un phi constant, en fait, vous allez décrire une ellipse. Alors, vous voyez déjà que la courbe, elle est périodique, puisque les cosinus sont périodiques. Ça signifie que dans le plan XY, l'extrémité du vecteur du champ électrique va revenir évidemment périodiquement aux mêmes positions. Vous voyez aussi que tout ça est encadré dans un rectangle. Exactement, hein, on avait vu la méthode de Lissajous il n'y a pas longtemps pour mesurer les déphasages. Hein, donc tout ça est encadré dans un rectangle. Alors, ce que je vais faire, par expérience, il vaut mieux d'abord dessiner l'ellipse et le petit cadre après. Donc vous pouvez dessiner une ellipse dont le centre est... voilà. Et donc ici, vous avez E0x. Ici, vous avez moins E0x. Ici, vous avez moins E0y. Et là, vous avez E0y. Donc, le petit axe et le grand axe de l'ellipse ne sont pas, on verra le cas particulier, il existe des valeurs de phi pour lesquelles les axes x et y sont le petit axe et le grand axe, mais dans le cas général, pour un phi quelconque, voilà la courbe décrite par l'extrémité du champ E qui est paramétrée par ce truc-là. Donc là, c'est quand phi ne vaut ni 0, ni pi. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc une polarisation elliptique. Donc l'extrémité du champ E, au cours du temps, va décrire cette ellipse. Vous voyez, si vous regardez l'extrémité du champ E, au cours du temps, vous allez décrire cela. Exactement comme le spot en mode XY avec votre filtre, l'entrée et la sortie du filtre, ça décrit ce truc-là. Évidemment, on ne le voit pas avec la persistance rétinienne de l'œil. Donc, polarisation elliptique, c'est le cas général. Donc, phi quelconque. Mais ce qui est important, c'est qu'il est constant. Hein, c'est pas une fonction du temps, phi. Hein. Le déphasage est constant. Alors, je voudrais regarder avec vous des cas particuliers, parce qu'ils sont très importants, ces cas particuliers. Que se passe-t-il si phi vaut plus ou moins pi sur 2? Alors regardons un petit peu, ça va nous permettre de décrire ce qu'on appelle les elliptiques gauches
les elliptiques droites et après on va décrire grâce à ça les circulaires gauche et les circulaires droite. Alors regardons des cas particuliers qui vont jouer un rôle très important. Donc cas particulier. Donc premier cas particulier, phi est égal à plus pi sur 2. Donc si phi vaut plus pi sur 2, je réécris le champ. Donc au cours du temps, à z fixé, on étudie donc la position de l'extrémité de ce vecteur, donc de ce champ électrique. EY égale E0Y cosinus oméga t moins, oh c'était kz, pardon, moins kz, donc plus pi sur 2. Alors, cosinus d'un truc plus pi sur 2, vous savez que c'est quoi ça? J'ai un angle θ, je prends θ plus pi sur 2, donc son cosinus c'est l'opposé du sinus. Donc ça fait moins E0Y sinus de oméga t moins kz. Vous voyez, je peux l'écrire comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Quelle est la courbe décrite par ça? Donc ça va être une ellipse, mais le petit axe et le grand axe de cette ellipse vont être les axes X et Y, ce qui est tout à fait remarquable, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que ça n'était pas le cas général. Alors comment je le vois ça? Que le petit axe et le grand axe de l'ellipse sont les axes X et Y. C'est pas difficile, hein, si vous l'avez compris une fois, après ce sera acquis, hein, et ça ne vous posera plus de difficultés. Regardez, est-ce que vous connaissez l'équation cartésienne d'une ellipse? J'en ai parlé de l'équation cartésienne d'une ellipse? Je crois que oui. Non? Si vous avez une ellipse, alors je vais mettre un axe grand X, grand Y, et vous avez une ellipse comme ça, dont le petit axe et le grand axe sont les axes du trièdre cartésien, avec un demi-grand axe petit a, un demi-petit axe petit b. L'équation cartésienne de l'ellipse, je crois que c'est sorti des programmes de maths, ça, mais c'est quand même bien que vous le sachiez. Ça fait ça. Alors, c'est assez facile à retenir. Regardez pourquoi c'est facile à retenir. Parce que si A égale B, qu'est-ce que vous retrouvez? X2 plus Y2 égale R2. Ça vous décrit le cercle de rayon R. Donc, c'est facile à retenir, mais dans le cas général, voilà l'équation cartésienne. Est-ce qu'on peut éliminer le temps dans cette formule-là pour montrer que X et Y sont effectivement le petit axe et le grand axe de l'ellipse? Regardez, ce n'est pas difficile. Ça, en fait, c'est mon grand X. Ça, c'est mon grand Y. Donc, ça va, si j'écris que cos carré plus sin carré égale 1, ça va être équivalent à dire que EX sur E0X au carré plus EY sur E0Y au carré égale 1. Donc, j'ai une ellipse en réalité. Vous voyez que je décris une ellipse qui est comment? Petit x, petit y. En fait, quand je mets petit x, petit y, c'est pour E0x, c'est pour EX et EY, hein, vous avez bien compris. Donc ça fait une ellipse qui est comme ça. Alors, qui est le petit axe, qui est le grand axe, ça je n'en sais rien. En fait, peut-être que E0y est plus grand que E0x, mais ça n'a aucune importance, hein. Donc là, j'ai E0x, et là, j'ai E0y. Ce qui est important, c'est que j'ai ces axes-là, et ça vous pouvez le voir avec un filtre, hein, parce que quand vous êtes en quadrature en électricité, si vous êtes avec un déphasage de, ici j'ai donc plus pi sur 2, vous allez très exactement, et vous l'avez vu en travaux pratiques, hein, pour certains filtres, vous avez très exactement ça comme courbe de Lissajous. Hein, voilà, c'est bien toujours de penser à ça parce que vous voyez, vous les avez déjà vus. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que j'ai une elliptique droite ou une elliptique gauche? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une elliptique droite? J'en profite, hein, pour ajouter les différentes définitions au fur et à mesure. Vous vous souvenez de la convention quand vous êtes en chimie et que vous dites que la substance, elle est dextrogire ou qu'elle est lévogire. Dextrogire, elle fait tourner le plan de polarisation à droite et lévogire à gauche. D'accord? Eh bien, ici, il y a un peu la même convention. Quel est le point important? C'est qu'il faut regarder l'onde électromagnétique venir vers soi. D'accord? Parce que sinon, on peut complètement se tromper
sur la signification de dextrogire, lévogire. Donc vous regardez l'onde venir vers vous. Premier point important, indispensable. Et ensuite, vous regardez dans le premier quart de plan la rotation, le sens de rotation de cette onde. Alors, la question c'est, est-ce que l'extrémité du vecteur va tourner comme ça ou est-ce que l'extrémité du vecteur va tourner comme ça? Et vous regardez dans le premier quart de plan, parce que là aussi, si vous dites que ça tourne vers la droite ou vers la gauche, suivant le quart de plan où vous regardez, vous pouvez vous planter. D'accord? Donc, premier quart de plan. Comment faire? Très très simple, regardez bien, ce sont des petites astuces à 2 balles mais qui rapportent gros. Comment faire pour savoir dans quel sens ça tourne? Eh bien, il faut choisir des instants particuliers pour regarder où est le champ électrique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut même se placer à z égale 0 si vous voulez. Hein, voilà, on pourrait se placer en z égale 0, ça ne va pas nuire à la généralité de ce qu'on fait. Donc finalement, vous avez un champ qui s'écrit EX égale E0X cosinus oméga t et EY est égal à E0Y moins E0Y sinus oméga t. Oui, le moins est très important. Hein. Moins E0Y sinus oméga t. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple faire t égale 0. Donc, à chaque fois que vous vous posez ce genre de questions, voilà ce qu'il faut faire. T égale 0, où est l'extrémité du vecteur? Vous remplacez, c'est une courbe paramétrée très très simple. EX vaut E0X. Et puis EY vaut 0. Alors, il est où le vecteur? Oh bien, on le voit. Le champ électrique à t égale 0, il est là. Alors, maintenant, il faut que je choisisse un autre instant. Alors, quel est l'instant qu'il ne faut pas choisir d'après vous? Oui, c'est une demi-période plus tard. Parce que si vous prenez une demi-période plus tard, une période plus tard, le champ électrique il va de nouveau être à cette position-là. Si vous prenez une demi-période plus tard, vous devinez qu'il va être opposé. Mais s'il est opposé, quel est le problème? Vous ne savez pas s'il est passé par-dessus ou s'il est passé par-dessous. Donc, on ne va pas prendre t sur 2, mais on va prendre t sur 4. Alors, t égale à un quart de période. Surtout, ne prenez pas la demi-période, sinon vous ne pourrez pas répondre à la question. Donc, t sur 4. Là aussi, il y a des choses élémentaires, mais qu'il faut à tout prix que vous sachiez faire, et par expérience, je sais que beaucoup ont du mal, c'est convertir directement des multiples de grand T en déphasage. Alors, ça veut dire quoi, ça? Oméga t sur 4. Il y a des gens, ils laissent ça comme ça. Sans réaliser, évidemment, que ce sont des valeurs particulières de la phase. Oméga t sur 4, ça fait quoi? Ça fait 2 pi sur t fois t sur 4. Donc, ça fait pi sur 2. C'est trivial de le dire, mais croyez-moi, hein, dès que vous avez comme ça, que vous regardez à des instants particuliers et que vous avez des phases en oméga t, il faut évidemment aller jusqu'au bout de ces petits calculs-là. Et oui, c'est un quart de période, donc c'est un quart de 2pi. C'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire, ça, maintenant, sur le paramétrage du champ électrique? Donc, E va valoir quoi? Donc, cos oméga t, on fait un petit cercle trigo, il n'y a pas de honte. Cos oméga t, donc le cosinus va être nul. Et EY va valoir moins E0 y, et sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc, ça veut dire que l'extrémité du champ électrique, elle est où? Le champ électrique, il est là. Ça, c'est à t sur 4. Donc, ça veut dire que le champ électrique, en fait, l'ellipse, elle est paramétrée, elle tourne. Vous voyez, grâce à ça, on a trouvé le sens de rotation de l'ellipse. Maintenant, est-ce qu'on va la qualifier d'elliptique droite ou est-ce qu'on va la qualifier d'elliptique gauche? Regardez bien. Alors, si je regarde comme ça ici, je vais dire, tiens, c'est une elliptique gauche parce que ça tourne vers la gauche. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une convention, il faut choisir le sens de rotation dans le quart de plan supérieur. Donc ici, on voit que ça, c'est une elliptique droite parce que je tourne vers la
droite dans le plan, toujours avec la convention que l'axe des Z, il doit être orienté vers vous. Attention, si vous ne faites pas attention au fait que vous regardez l'onde venir vers vous, vous aurez tout faux. D'accord? Donc ça, c'est une elliptique droite. Alors, vous n'allez pas apprendre par cœur toutes les valeurs. Ce serait complètement stupide. Et d'ailleurs, ça n'intéresserait pas votre examinateur. Lui, ce qu'il veut, c'est vous voir refaire tous ces petits raisonnements très simples, de voir que vous avez compris ce que c'est qu'une courbe paramétrée et que vous êtes capable de refaire ces petits raisonnements. Franchement, c'est élémentaire. Ce n'est pas difficile. Alors, autre valeur particulière sur laquelle je vais aller beaucoup plus vite, c'est phi est égal à moins pi sur 2. Alors, j'en profite aussi pour dire que moi, dès le départ, regardez, j'ai pris une convention en oméga t moins kz plus phi. Certains auteurs vont prendre une convention en oméga t moins kz moins phi. C'est juste une définition de phi. Si je prends plus phi, phi, ça va s'appeler l'avance de phase de EY par rapport à EX. Si je prends moins phi, phi, ça va être le retard de phase. Alors attention, tout ce que je fais là, évidemment, c'est avec une avance de phase. Vous pouvez tout refaire en changeant phi en moins phi, si on change les conventions, bien entendu. Alors, donc, qu'est-ce qui va changer dans le paramétrage? Je vais aller beaucoup plus vite. Donc ça fait E0x cosinus oméga t, donc égale EX, et plus E0y, donc il y a juste le signe ici de EY qui est changé. Donc vous devinez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que maintenant notre ellipse, en fait, eh bien, elle va être décrite dans l'autre sens. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez vérifier qu'à t égale 0, il suffit de changer un signe. Donc à t égale 0, on est comme ça. Et à t est égal à t sur 4, l'extrémité du champ électrique est comme ça. Il faut toujours quand même préciser les axes et bien vérifier que z vient vers nous. D'accord? Donc ça, c'est une elliptique. Regardez là, je tourne vers la gauche. Donc ça s'appelle une elliptique gauche. Alors, sous cas particulier, comment paramétrer des circulaires droites? Ah oui, c'est ça qui va être très important pour nous. Les circulaires droites et les circulaires gauches. Qu'est-ce qu'il suffit de faire pour avoir des circulaires droites, des circulaires gauches? J'aurais dû le dire ici pour la circulaire droite. Donc, cas particulier, s'il vous reste un petit bout de place en dessous, là, dans les petits droits, donc circulaire droite, vous dites simplement E0y égale E0x, et donc phi est égal à moins pi sur 2. Là, vous aurez paramétré une circulaire droite. Le petit axe est égal au grand axe. Très simple. Et regardez ici maintenant, si vous voulez une circulaire gauche, donc circulaire gauche, sous cas particulier, et donc là, l'extrémité du champ électrique va décrire un cercle. Vous dites E0x égale E0y, et phi est égal à moins pi sur 2. Encore une fois, vous ne l'apprenez pas par cœur, mais voilà, vous refaites des petits raisonnements. Donc, eh bien écoutez, on a vu là les principaux cas. Il me reste encore juste un cas à faire, et après ça va devenir plus intéressant parce qu'on va passer aux manips. Oui? Pour la circulaire droite, c'est circulaire droite, je ne sais plus. Oui, circulaire droite, c'était plus pi sur 2. Oui, oui, merci. Plus pi sur 2. Tout à fait. Alors, il me reste un dernier cas. Je regarde où je vais le mettre. C'est le déphasage aléatoire. Alors, généralement, les gens savent assez facilement comment paramétrer les polarisations elliptiques, les polarisations circulaires. Mais quand on leur demande de paramétrer une polarisation aléatoire, là, c'est toujours beaucoup plus problématique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une polarisation aléatoire? Tout à l'heure, on va utiliser des lampes, une lampe blanche, par exemple, là, une lampe quartziode, et on va voir que la polarisation émise, la lumière émise par cette lampe, ou par des lampes spectrales type lampe vapeur de sodium,
Eh bien, c'est une polarisation quelconque, c'est une polarisation aléatoire. C'est le grand quoi? Grand 3? Polarisation aléatoire. C'est important hein, de bien d'abord asseoir les petits trucs comme ça sur les différents types de polarisation, parce qu'après, on va les manipuler, on va voir l'effet des lames Cardon, des lames demi-onde. Donc, si ça, c'est bien posé, après, le reste, ça ira beaucoup plus facilement. Vous allez les reconnaître très facilement. Donc, polarisation aléatoire, qu'est-ce que c'est qu'une onde polarisée aléatoirement? Eh bien, une lumière naturelle, si j'ose dire ça, voilà, lumière naturelle, ce serait la lumière du soleil, mais avant la diffusion par les molécules de l'air, parce qu'on va voir que l'atmosphère polarise au moins partiellement la lumière naturelle. Mais donc, la lumière naturelle, on peut la modéliser de cette façon-là, par exemple émise par une lampe blanche type quartziode. Et bien voilà comment on peut... Alors on peut mettre tout le déphasage dans un seul cosinus comme j'ai fait jusqu'à présent. Donc on peut choisir de fixer arbitrairement l'origine des temps pour ne pas avoir ici de déphasage et reporter tout le déphasage dans l'autre cosinus, hein, comme on fait aussi en électricité. Donc en fait, ça c'est le déphasage de Y par rapport à X, même si on ne l'écrit pas, c'est l'avance de phase de Y par rapport à X. Mais ce qui est important, c'est que contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce déphasage-là va être une fonction du temps. Et ça va être une fonction, vous voyez, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, le déphasage était constant. Hein, on pourrait dire dans le langage de l'optique que EX et EY étaient cohérents. Vous vous souvenez ce que c'est que deux ondes cohérentes? Ça veut dire que le déphasage entre les deux est constant. Bon, elles n'étaient pas polarisées suivant la même direction, donc du coup on ne peut pas faire d'interférence entre elles, mais elles étaient cohérentes. Mais là, le déphasage est une fonction aléatoire. Ça veut dire qu'elle peut prendre statistiquement toutes les valeurs de manière équiprobable. Et donc, on pourrait dire que EY et EX sont maintenant incohérents. Et pour une lumière naturelle type quartziode, il n'y a pas non plus de raison que EX, E0X soit différent de E0Y. Donc en plus, E0X est égal à E0Y. Alors regardez ce que ça veut dire. Oui? Alors pourquoi est-ce qu'on a le droit de fixer? Alors si tu veux, si ça te gêne, c'est une très bonne question. Je vais le réécrire différemment pour te montrer la petite manip. C'est peut-être pas ça la façon la plus naturelle de l'écrire, si je peux dire ça comme ça. Donc on peut l'écrire encore autrement. Tu peux l'écrire aussi comme ça. J'ai failli, si tu veux, j'ai hésité dans mon écriture à l'écrire comme ça. Donc tu pourrais l'écrire cosinus oméga t. Ça va te paraître plus naturel de l'écrire comme ça. Donc on va tout de suite mettre des amplitudes égales pour les deux composantes. Voilà. Avec phi x de t, une fonction aléatoire, phi y de t, une fonction aléatoire. Mais pourquoi est-ce que je peux tout ramener dans le même cosinus? C'est ce que j'ai expliqué. En fait, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est simplement une translation de l'origine des temps. Quand je dis je fixe une grandeur avec un déphasage nul, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que j'ai posé... Tiens, je vais mettre des t' ici, exprès. Et qu'est-ce que j'ai posé en fait? J'ai posé oméga t' moins kz plus phi x de t est égal à oméga t moins kz, ce qui revient en fait à faire une translation de l'origine des temps. Et donc après, eh bien, du coup, que devient ce terme-là? Ben, tu vois que c'est kz. Tu vois que oméga t' moins kz, ça devient oméga t moins kz moins phi x. Donc ce truc-là devient E0 cosinus oméga t, c'est un z ici, moins kz plus phi y moins phi x de t. Ce que l'on note, phi de y par rapport à x. En fait, c'est la différence des déphasages. Mais si phi x et phi y sont des fonctions aléatoires du temps, phi de y moins phi de x, c'est aussi une fonction aléatoire du temps. C'est pour ça que j'ai tout de suite écrit ça comme ça. Est-ce que ça va? C'est pas très difficile. Alors, donc, en gros, la lumière naturelle, c'est ça qu'il faut retenir, écoutez bien, une lumière naturelle peut toujours être décomposée en deux composantes de même amplitude et de déphasage aléatoire entre les deux. Une lumière naturelle peut toujours être décomposée
en deux composantes de même amplitude perpendiculaire à la direction de propagation, hein, sous-entendu. Hein. Donc selon deux directions elles-mêmes perpendiculaires, donc en deux composantes perpendiculaires entre elles, de même amplitude et de déphasage aléatoire. Voilà comment on peut modéliser, paramétrer une polarisation aléatoire. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, on va parler des polariseurs, des analyseurs, et ensuite on va parler des lames quart d'onde, des lames demi-ondes. On va vérifier la loi de Malus et compagnie.